Moi, au départ, je m'intéresse à l'immigration étrangère aisée à Bruxelles et de l'autre côté au marché du logement. Et je me suis intéressée à la question de, en fait, voilà, ces expatriés, pour résumer, où est-ce qu'ils se logent. Et c'est comme ça que je suis arrivée au secteur du co-living, dont au début je ne m'attendais pas à ce qu'ils prennent une telle ampleur. Et donc moi, la question que je me posais, c'était au final, qu'est-ce qu'on crée comme produit sur le marché immobilier pour répondre, ou pour en tout cas profiter de cette clientèle solvable. Et après, comment ces produits qui sont créés, donc notamment le co-living, ils transforment la ville, en transformant les dynamiques du marché résidentiel. C'est un marché qui est né en 2016 à Bruxelles. Au départ, c'est structuré par 4 à 5 sociétés qui ont entre 30 et 50 maisons actuellement. On voit aussi apparaître des plus petits acteurs, donc des sociétés qui arrivent et qui ont à ce stade moins d'une dizaine de maisons. C'est clair qu'il y a un certain nombre de chambres en dessous duquel où il y a un équilibre qui est à la fois financier, à la fois énergie dans la maison qu'on ne peut pas dépasser. C'est clair que des maisons entre 12, 15, 20 chambres, ça fonctionne très bien. Et c'est la limite qu'on se donne. Et si les projets sont plus grands, on crée en fait des entités de 15 ou 20 chambres qui sont auto-indépendantes mais qui se mélangent dans un espace plus grand. Donc c'est comme s'il y avait plusieurs îlots de maisons ensemble dans un espace plus grand. C'est jamais un immense commun avec genre 50 chambres. Ça, c'est pas possible, ça marche pas. On n'est plus sur des maisons de maîtres transformées qui ont entre 8 et 15 chambres. Maintenant, on voit apparaître certains projets qui peuvent aller jusqu'à 50 chambres, 60 chambres. On a visité des concurrents qui faisaient ce genre de projet-là et en fait, il n'y a aucune vie. Tu perds l'essence même de la communauté. C'est une amie qui savait que je cherchais une grande maison pour pouvoir héberger des migrants et qui m'a signalé cette maison. Elle était passée devant et l'après-midi même, je l'ai visitée et 20 minutes après, je l'achetais. Depuis fin 2017, je fais partie de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Et donc, depuis, tout le monde l'a appris au parc Maximilien. Suite aux rafles policières qui avaient eu lieu en 2017, un mouvement citoyen s'est mis en route pour apporter son aide, en particulier en hiver, mais pas seulement, à tous les migrants qui dormaient au parc Maximilien en plein air. Et voilà, depuis lors, je n'ai pas cessé d'héberger ces gens qui sont de passage en Belgique parce qu'ils se font refouler à Calais, mais dans le but de rejoindre l'Angleterre. Mon voisin immédiat était à ce moment-là, en tout cas je le croyais, un temple, disons, protestant, donc un bâtiment tout à fait calme. Il se fait qu'en fait, le bâtiment à côté et le mien se sont vendus en même temps à deux propriétaires différents. L'inauguration s'est faite au mois de mars 2021, encore en plein confinement. Les cafés étaient encore fermés, les boîtes de nuit étaient fermées, donc ces jeunes gens faisaient régulièrement la fête sur la terrasse, travaillaient sur la terrasse, vu qu'ils font maintenant du home working. Voilà, je m'étais dit que dès que le confinement allait s'arrêter, tout ça allait s'apaiser et que le quartier, en tout cas à l'intérieur d'Ilo, allait retrouver sa tranquillité. Mais ça n'a pas été le cas. Et c'est là que j'ai commencé à déchanter, où je me suis rendu compte que voilà, mes voisins vivaient en vase clos et peu leur importait si les nuisances sonores en particulier indisposaient le voisinage. Avant l'arrivée du co-living EcoApp, en octobre 2019, on avait un îlot intérieur assez tranquille, on dormait bien, il n'y avait aucun souci au niveau de bruit de voisinage. Et puis, depuis octobre, on a vu une maison qui c'était en fait une ancienne école. Il y avait des bureaux aussi. Et ça a été rénové et transformé dans un co-living de 15 chambres. Et puis, depuis leur arrivée, ces gens, ils font la fête presque tous les week-ends. Ils se trouvent sur la terrasse. Il y a un grand parking à l'arrière du bâtiment. Et donc, c'est des fêtes jusqu'à parfois 7 h du matin, où il y a pas que les 15 chambres qui sont là, mais ils invitent des autres gens. Parfois, il y a des fêtes avec 50 personnes. J'entends par nuisance sonore des éclats de rire, des barbecues qui se prolongent au-delà de 22 heures. Avant 22 heures, disons que voilà, c'est parfois gênant, mais ça, ce n'est pas, à mon sens, une nuisance sonore. Mais au-delà de 22 heures, quand c'est boîte de nuit jusqu'à minuit, 2 heures, 4 heures, 6 heures du matin, tous les week-ends, là ça devient insupportable. C'est arrivé au point où on espère qu'il va pleuvoir pendant les soirées d'été en week-end, parce que comme ça les gens ne sortiront pas. Malheureusement, il y a peu de moyens d'intervenir. Nous avons créé un groupe de voisins mécontents quand nous adressons à la police
ça n'a pas le succès escompté. Par hasard, j'ai retrouvé quelqu'un qui avait des soucis avec un autre co-living et puis elle m'a relayé vers une autre personne. Et donc, je pense que maintenant, on représente 6 quartiers qui ont des problèmes avec des co-living divers. On s'est réunis et on s'est dit, il faut faire quelque chose ensemble parce que tout seul, on ne va pas réussir à influencer ou sensibiliser le monde politique qui a vraiment un problème. On n'habite pas dans un pays communiste dans lequel l'autorité publique va déterminer comment, sous quelle forme les gens doivent vivre. Si les gens préfèrent de partager des espaces communs, avoir leur propre chambre, cuisine commune, pourquoi pas? On ne doit pas déterminer une famille classique comme modèle unique pour vivre dans une ville. Je voudrais savoir ce qu'on veut dire par co-living, si c'est vivre dans des logements en partage entre plusieurs générations. Je trouve que c'est très positif parce que dans une ville, quand on voit la population qui évolue, il est parfois difficile de pouvoir trouver des solutions. Je pense que les habitats partagés sont une solution. Mais si c'est pour, je dirais, détruire des logements et faire une concurrence un peu déloyale par rapport aux hôtels, aux centres d'hébergement classiques, je ne trouve pas ça très fair-play. Actuellement, moi, j'ai dénombré près de 200 maisons, mais qui sont essentiellement concentrées à Ixelles, Saint-Gilles, Bruxelles-Ville dans le Pentagone et autour du quartier des Squares, et puis aussi à Schaerbeek, Saint-Josse, Woluwe et Terbeek. On a forcément ouvert une brèche dans quelque chose qui était particulier, où il n'y avait pas vraiment de législation. Et donc nous, forcément, on pousse pour que le cadre s'installe au plus vite et de manière très claire. On prend une chambre d'hôtel, il y a un registre, et donc la police peut très vite rentrer en contact et savoir qui est qui. Quand on est dans un logement, il y a le registre de la population, le bourgmestre peut, avec ses fonctionnaires, faire le suivi. Ici, on est dans quelque chose qui finalement échappe aux autorités locales. Tu as été présidente d'une commission d'experts et d'expertes pour réfléchir au futur RRU. Ma première question, c'est quoi le RRU? C'est le règlement régional d'urbanisme, c'est le cadre pour tous les projets qui ont besoin d'un permis d'urbanisme. Dans votre rapport, vous avez intégré un paragraphe concernant le co-living, l'habitat kangourou et l'habitat intergénérationnel. Pour ou contre le co-living? Oui, bien sûr pour, mais ça dépend comment. On a 3 objectifs. Une, c'est intégrer les logements dans le quartier. On sait, surtout quand c'est des jeunes qui vont vivre ensemble, que ça peut devenir une sorte de party house. Mais c'est la question de vivre ensemble, en fait, qui se joue, pour laquelle la question peut se poser, est-ce que chaque co-living n'a pas besoin d'une personne de référence, dans certains cas peut-être même un concierge, mais c'est 2 choses différentes. Tu as le co-living d'une part et les conséquences du co-living qui doivent être gérées en termes de voisinage et nuisances de voisinage qui peuvent se produire. Je pense aussi sur le nombre des chambres individuelles, la ration entre les chambres individuelles et les espaces communs, ça doit être vivable. Aussi un maximum de chambres probablement. Ça ne peut pas être non plus un produit purement financier. Pour les hyper riches, ça doit être accessible à tout le monde. C'est la raison pour laquelle on a demandé à la Commission, sous la présidence de Wana, de donner une indication, ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, on va adapter le cadre légal et en attendant que tout est approuvé, je vais sortir quand même une circulaire et on va faire ça en collaboration avec les voisins, mais aussi évidemment avec les exploitants des co-living aussi. Le deuxième objectif, c'est garantir la qualité des logements. On n'essaye pas de caser un maximum de gens dans une maison, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'on crée une atmosphère, on crée un lieu de vie. C'est un produit qui vise à faire du profit sur le logement et donc dans ce cadre-là, il permet d'augmenter les rendements des propriétés et donc en fait d'augmenter les prix, soit à l'achat, mais aussi à la location sur le reste du marché. Alors, je pense qu'il faut aussi remettre ça dans un contexte. C'est évidemment pas que le co-living qui fait ça, mais on est dans un contexte plus général où le marché du logement est de plus en plus financiarisé, où il devient de plus en plus un produit d'investissement. Et voilà, le co-living, c'est peut-être le dernier produit financier à la mode. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a maintenant plusieurs sociétés étrangères, dont des géants, entre autres français et anglo-saxons, qui débarquent sur Bruxelles. On fait des projets où on ne modifie pas la texture, la structure vitale de la maison, on ne touche pas à des murs porteurs, on garde la maison telle qu'elle est et on optimise des mètres carrés qui sont en fait comme on les trouve. Et le troisième, c'est
qu'est-ce que je dis, c'est encourager des projets de co-living dans les bâtiments existants. On vient habiter des maisons qui, généralement, sont beaucoup plus difficiles à couper en appartements. Il y a des bâtiments difficiles à transformer dans le logement traditionnel. Et là, le co-living est une très bonne solution. Je pense que c'est important de comprendre pourquoi le rendement est plus élevé dans le co-living. C'est parce qu'en fait, on est sur des, au final, assez petites surfaces par locataire qui sont justifiées par le fait qu'il y a des espaces communs et des services. Et donc, en fait, ça permet au final d'obtenir un rendement locatif très élevé de la maison, puisqu'on peut la louer beaucoup plus cher. On peut louer beaucoup plus cher au mètre carré que dans une formule plus classique. Dans nos quartiers, nous avons besoin d'habitants durables. Avoir des gens qui restent 3 jours ou une semaine et puis qui partent, franchement, je préfère de loin que ça se fasse dans un hôtel ou un centre d'hébergement où il y a un personnel qui les accueille, qui les accompagne, qui les guide. Ici, c'est un peu fait à la sauvage. On doit avoir une belle vue cartographiée où se trouve ce Airbnb, où se trouve ce studio, où se trouvent les appartements-hôtels, où se trouve le co-living. Toutes ces formes-là pour avoir une idée, est-ce que ça reste assez cohérent sur l'ensemble du territoire? Il faut éviter des concentrations. C'est quoi la maison idéale pour faire du co-living? C'est une maison avec un jardin, par exemple? Alors, on a la chance à Bruxelles, c'est que la majorité des maisons qu'on trouve ont des jardins. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui se passe assez naturellement. Dans d'autres villes, ce n'est pas toujours le cas. Mais oui, un jardin pour pouvoir être dehors, clairement. Et après, des espaces suffisamment généreux pour donner des communs qui soient proportionnés au nombre de chambres qu'on met. Lionel, je te remercie pour ces nombreuses explications. Avec grand plaisir. Bientôt dans une nouvelle émission Archi Urbain. Avec grand plaisir, quand tu veux.